tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire le débrief de la rencontre entre le Barça et Valence. Premier match à domicile pour cette saison et victoire 6-0 des Blaugrana. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner, à activer la cloche, ça m'aide vraiment énormément. Merci à tous ceux qui le feront. Bon, juste avant de commencer, je vais parler de la composition parce que à chaque débrief, je vais en parler et à chaque débrief, j'oublie. Donc maintenant, je commencerai tout le temps par ça parce que je trouve quand même qu'il y a certaines choses à dire. Déjà, la première chose, c'est que Koundé devrait, là, à partir de maintenant, retrouver tout le temps sa place de titulaire en latéral droit. Et on voit encore une fois que Eric Garcia a été aligné au poste de défenseur central. Donc ça, c'est la première chose niveau défense. Ensuite, concernant le milieu, globalement, Pedri, on savait qu'il allait être là. Casado également, on savait. Ça se jouait surtout au niveau du milieu offensif, Olmo, Fermin, et c'est Fermin qui a été aligné, et on va voir que c'était plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, là, il y a eu pas mal de choix forts de flics en attaque, puisque je l'ai pas dit, j'ai pas fait d'avant-match parce que j'avais tout simplement pas le temps, mais Lamine s'est blessé donc il était pas là. Et Rafinha n'était pas titulaire tout simplement parce qu'il est arrivé en retard à l'échauffement. Du coup, Flick l'a puni. Ça, on le voit de toute façon sur tous les joueurs, peu importe qui t'es, il va te punir. Je pense, hormis si c'est genre une demi-finale de Ligue des Champions ou un truc dans le genre, il va tout le temps punir. Donc en attaque, on a eu à droite Bardghji, c'est ce qui était un peu logique et prévisible. À gauche, Rashford. Et en 9, Ferran Torres. Donc une composition personnellement que j'ai plutôt bien aimé. Le seul choix que j'aurais fait à la place, bien évidemment, de Eric Garcia, c'est Christensen. Sinon, ça me paraît plutôt bien et c'est à peu près, d'ailleurs, totalement l'équipe que j'aurais alignée. Donc voilà, ça c'est la première chose concernant la composition. Et maintenant, il y a un autre truc que je veux évoquer absolument, c'est que on a gagné 6-0, ok, mais ce qui m'a paru flagrant quand même, c'est le pressing. Le pressing a été de retour, vraiment enfin, sur ce match. Valence a été étouffé de bout en bout, mais vraiment de bout en bout, à tel point qu'ils n'ont eu que 2 tirs, mais vraiment 2, sur l'ensemble du match avec 0,18 de XG. Je sais pas si on se rend compte du peu que c'est. Et sur ces 2 tirs, sachez que c'est à la 70e et 80e minute. Donc quand il y avait à peu près 5-0, 4-0, 6-0, voilà. Pour vous donner une ordre d'idée. Donc en gros, on jouait un peu moins quoi. Et pourtant, Valence, ils ont quand même des bons joueurs. Gaïa, Fouquier, Donnarumma, Douro, c'est quand même des expérimentés de l'IA. On parle pas non plus de peintres venus tout droit d'Azerbaïdjan. Calmons-nous. C'est quand même des assez bons joueurs. Enfin bon, ça c'était la première chose que je voulais évoquer. Le pressing également, je l'avais dit. Non, en fait, je l'avais pas dit parce qu'à la base, je comptais vous faire une vidéo 5 enseignements. Malheureusement, j'avais tout monté niveau audio, mais ça s'est pas enregistré. Du coup, j'avais plus le temps après de le faire. Donc voilà, il n'y a pas eu de vidéo 5 enseignements, mais dans cette vidéo, je disais notamment que je m'attendais à ce que on allait faire une fête à Valence, vraiment un très gros match, avec une victoire 3-4-0 minimum. Et ce que j'ai dit, mais que vous n'avez pas entendu et que vous n'entendrez jamais, même si j'essaierai de faire une vidéo 5 enseignements, je pense, lors de la semaine prochaine, parce que normalement il n'y a pas le match en début de semaine, donc j'en profiterai pour en faire pour faire une petite vidéo enseignement, parce que c'est quand même une des vidéos préférées sur cette chaîne. Donc j'avais dit qu'il allait avoir un très gros score et voilà. Et 6-0 quoi. Je pense que le score parle de lui-même et c'est un 6-0 extrêmement sympa parce qu'il aurait pu avoir 10-0 si Ferran Torres il faisait pas n'importe quoi, si Olmo il arrêtait d'avoir peur avec le ballon, parce que moi j'appelle ça avoir peur quand tu te chies dessus en touchant la balle. Mais enfin bon bref. Donc
belle remontée, en fait, voilà, belle réaction, c'est simplement ce que j'ai envie de dire. Belle réaction après le match infâme face au Rayo Vallecano. De toute façon, c'est ce qu'on demandait, une réaction, on l'a eu, une très belle réaction. C'est dommage, oui, hein, forcément, que le Real ait gagné alors qu'ils étaient à 10, parce que sinon ça aurait permis tout simplement de revenir premier de la Liga, ou alors en tout cas pas loin, au moins premier à égalité, donc ça aurait été plutôt bien. Malheureusement c'est pas le cas, voilà, mais au moins on conforte notre place de deuxième avec 10 points. Après le week-end prochain, je rappelle qu'on joue Retafe, donc on va bien s'amuser, je sens. Mais bon, ça va être sympa, moi je vous le dis, ça va être sympa, on va bien rigoler. Mais encore sur le match, ce que je voudrais dire, c'est que on était plutôt, même très bon offensivement, ça c'est clair, mais surtout, j'ai trouvé qu'on a été solide défensivement. Le piège du hors-jeu a plutôt bien marché, mais pourquoi on a été solide défensivement ? Et forcément, quand tu presses bien, logique, oui, tu défends mieux. Parce que la défense n'est pas exposée H24. Parce que les joueurs adverses n'ont pas le champ libre pour faire ce qu'ils veulent. Et s'ils veulent balancer des ballons au hasard, et vu que personne presse, ils peuvent y aller tranquille. Là, la défense a été haute, a été solide. On n'a pas eu trop de problèmes. On a quasiment rien encaissé, voire rien encaissé. On n'a pas eu peur. Et ça, c'est plutôt positif. Maintenant, est-ce que pour moi, c'est intéressant? Oui, non. Oui, parce que ça prouve que tu peux être solide défensivement. Non, parce que ça reste Valence. C'est même pas, je pense, un top 10 équipe de la Liga. Et surtout, je considère pas ça comme ta défense titulaire. Déjà, c'est sûr parce que t'as pas Baldé qui reviendra, je crois, vers Newcastle. Peut-être vraiment pour Paris plutôt, pas pour Newcastle. Peut-être pour Paris. Pas sûr, sinon ce sera le match d'après. Bon, après on voit que le Barça on connaît. Donc ça c'est la première chose. Et seconde chose, j'espère vraiment que ce sera Christensen qui sera aligné à la place d'Eric Garcia. Ça me ferait vraiment tellement chier, mais vraiment tellement chier que ça soit pas Christensen qui soit titulaire, mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, moi je trouve qu'on a été très solide défensivement et ça fait plaisir enfin de voir une équipe qui n'est pas là à se chier défensivement et à prendre un but par match minimum. Là, encore une fois, un clean sheet, c'est le deuxième de la saison. 2/4, ça reste clean. Malheureusement, tu prends 2 buts à Levante, donc le bilan est mitigé, on va dire. Mais tu commences à voir quelque chose se dessiner. En tout cas, Flick a bien dû remonter les bretelles à ses joueurs et ça s'est vu parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand chose à reprocher, hormis le point noir que je dirais, comme quasiment tous les matchs, l'efficacité. Encore une fois, t'as des joueurs qui t'as l'impression qu'ils ont les pieds triangulaires tellement c'est cataclysmique les frappes qui sortent. Ferran Torres, notamment, franchement c'est grave de proposer ce genre de choses. Ferran Torres, des fois tu me rends fou alors que t'es vraiment un super joueur, surtout de haut jeu, t'apportes beaucoup dans le jeu, mais des fois faut te baffer. Je pense qu'il faut te mettre une barre de fer dans le crâne pour te réveiller, hein, parce que c'est vraiment grave, hein. Enfin voilà, ça c'était concernant le match. On va pouvoir passer aux joueurs parce qu'il y a pas mal de joueurs sur lesquels j'ai envie de parler. Alors je prends la composition à côté de moi pour bien voir et ne pas oublier des joueurs parce que ça m'arrive extrêmement souvent. Donc concernant le Barça, le premier homme que j'aimerais évoquer, je pense qu'on va commencer bien évidemment par l'homme du match, Fermín López. Sachez que sur ce match, j'en ai pas parlé, mais il y a eu 6 buts et 3 doublés. Comme ça, au moins, ça c'est dit, c'est clair. Doublé de Lewandowski, doublé de Rafinha, doublé de Fermín López. Donc ça, au moins, c'est dit. Fermín López, doublé, des beau but, surtout le 3e but, donc son 2e pour lui, qui est une frappe extraordinaire, hors de la surface. Franchement, il va chercher un super angle, mais je trouve qu'il est limite moins impressionnant que que le premier plutôt, où là tu vois vraiment que la qualité vraiment de Fermín qui est impressionnante, c'est sa finition. Il est bien évidemment à l'opposé de Ferran Torres. Lui, l'angle où il était, c'est limite un angle FIFA. Il va te chercher un superbe angle alors qu'il est sur vraiment le côté gauche, très loin de la cage. Il va te chercher le petit filet opposé.
parce que sa frappe elle est magnifique, parce qu'il met un bon effet, bien dosé, bien foutu, et ça rentre. Si Ferran Torres pouvait faire la même chose, c'est-à-dire faire la même chose que Fermin, et non soit l'envoyer sur Namek, soit l'envoyer 30 mètres à côté de la cage au ras du sol, ce serait quand même extrêmement sympathique. Mais au-delà de ça, Fermin Lopez, sur ce match-là, très très bon, instigateur du pressing, il a vraiment beaucoup pressé, beaucoup donné de lui, très grosse présence au milieu de terrain. J'ai qu'une chose à dire. Olmo a de quoi s'inquiéter parce que pour moi, après ça, Fermin doit clairement être titulaire. Je trouve qu'il s'améliore également beaucoup dans les petits espaces et il est toujours aussi fort dans les grands espaces. Donc Fermin, continue comme ça, et Olmo, tu devrais vraiment t'entraîner beaucoup plus et sois beaucoup plus fort en match parce que sinon tu vas cirer le banc cette année. Ensuite, second joueur que j'ai envie d'évoquer, il n'y en a pas 50 sur ce match, je vous le dis, il y en a 4, ce qui me paraît déjà pas mal. On va finir avec les titulaires, avec Marcus Rashford, qui je trouve a sorti enfin un bon match. Après, c'est des matchs mitigés, on va dire très clairement, sur ce début de Liga. Là, ça y est, j'ai enfin trouvé un bon Rashford qui a utilisé ses capacités de vitesse, qui a bien débordé, qui a fait beaucoup de mal. Alors celui qui le défendait, je sais pas qui c'est, mais lui a fait vraiment beaucoup de mal. Je crois que c'était Foulquier, franchement il a vu flou ce type. Il a bien débordé, il a fait des beaux dépassements, les dribbles étaient de qualité. Il manque, je trouve, peut-être encore la finition, le dernier geste, etc. Mais ça va venir avec le temps. Surtout que, je le rappelle, il n'y avait pas Yamal, il n'y avait pas Rafinha, il manquait de Jong aussi. Donc voilà, t'as quand même de la perte de pas mal de gens. Et sur ton côté, quand t'as pas Baldé qui peut vraiment t'aider, on sait que Gérard Martin, sa qualité de vitesse, bon, il n'y en a pas. Donc voilà. Donc c'est sûr qu'il est pas aidé à 100%, il peut pas être à son max, surtout que c'est le début de la saison, etc. Mais ça reste pas mal. Et surtout, on a vu encore sa qualité de passe, elle est incroyable. C'est lui qui fait la passe pour le deuxième but du Barça et le premier de Rafinha. Ce centre qui va chercher où le ballon il fait tout le terrain et pourtant tu vois que personne n'est en mesure de l'intercepter à au moins 2 mètres. C'est quand même effrayant qu'il arrive à trouver un angle comme ça. Donc moi très content de ce que propose Rashford sur ce match. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer encore après, mais je vois quand même une réelle progression par rapport au premier match où c'était, on va le dire, vraiment pas ouf, / catastrophique. Ensuite, on peut passer au remplaçant. Rafinha, au début, je pensais commencer ma prise de parole sur lui en disant des choses négatives, et c'est ce que je vais faire, mais je vais le tourner en positif. Laissez-moi finir. Dans la vidéo 5 enseignements que je n'ai pas pu sortir, je disais que Rafinha peut-être avait changé et on l'a vu, ne pressait plus, ou en tout cas pas autant qu'avant, alors que c'était une de ses qualités premières qu'on ne faisait que de souligner et dont on se félicitait énormément, qu'on disait que c'était l'âme d'un capitaine, etc. Qu'on n'avait absolument pas vu contre le Rayo et même sur les derniers matchs, sur les premiers matchs de cette saison. Et qu'est-ce qu'on apprend avant le match? Que Rafinha est arrivé en retard à l'échauffement. Moi je me disais, là ça fait quand même beaucoup, faudrait peut-être qu'il se remette en question. C'est pas notre Rafinha ça. Si Rafinha prend la grosse tête pour une saison, oui sa saison est ballon d'orable, mais c'est pas sur une saison Rafinha qu'on va juger ton passage au Barça. Oui, on te remerciera sans aucun doute pour cette saison même si tu pars maintenant, mais nous, on te veut encore pour 4-5 ans. Et on te veut encore pour 4-5 ans avec un niveau de top 30 ballon d'or, minimum. Donc là, à ce moment-là, je me disais, bon, ça commence sérieusement à me saouler. Et quand il rentre et qu'il te met un doublé avec une bonne, mais vraiment très bonne, implication, j'ai envie de dire que voilà, lui aussi, il a peut-être appris de ses erreurs. Et que bon, ça peut arriver un retard à tout le monde. Là, c'est quand même un sacré hasard, mais voilà. On va voir sur les prochains matchs. C'est surtout là que je vais le voir. Mais n'oubliez pas que Rafinha sur les grands matchs et Rafinha en LDC, ça pardonne pas. Newcastle. Et ensuite, dernier homme, Lewandowski, qui n'a pas été titulaire. Pour moi, c'est logique. Face à Valence, tout simplement, parce que j'avais dit, pour moi, Ferran Torres doit continuer titulaire. C'est la méritocratie. Mais après ça, est-ce que forcément, tu ne dois pas remettre Lewandowski ? C'est une bonne question. Pour moi, c'est une question légitime à se poser. Il arrive, il te met un doublé. Que dire de plus? Quand Ferran Torres te rate des grosses occasions,
Je sais pas, franchement je ne sais pas, surtout qu'on connaît que Ferran Torres est un excellent remplaçant et que quand il rentre il te met au moins un but. Donc moi j'ai envie de dire pourquoi pas profiter de ça. Le problème de Lewandowski c'est qu'on connaît, au début de saison c'est plutôt bon et c'est après que ça chavire. Et surtout ce que je constate c'est quand même que Ferran Torres est logiquement beaucoup plus à l'aise dans le jeu, dans le jeu face à la défense, etc. et même dans la participation au jeu tout court. Mais malgré tout, j'ai trouvé Lewandowski plutôt bon niveau jeu sur ce match. À un moment, il a même failli passer un coup du sombrero, donc c'est plutôt pas mal, littéralement pour son âge. Mais dans le jeu, je l'ai trouvé aussi très bon. Et puis là, il a retrouvé, s'il retrouve en tout cas sa qualité de finition. Comment dire que forcément c'est compliqué de titulariser Ferran Torres. Je sais pas, franchement je sais pas, mais en tout cas Lewandowski, très très bonne rentrée, même excellent. T'as quoi, 30 minutes de jeu et pourtant t'arrives à aligner un doublé, bon, que dire de plus, tu peux pas forcément en demander plus à un mec qui a 37-38 ans, ou je sais pas combien, je sais plus combien Lewandowski est de nos jours, je n'en sais plus rien. Mais enfin bon, voilà, c'est juste une constatation. Donc là, on va quand même avoir pas mal de postes. On va dire, putain, qui titulariser, etc. Que ça soit... on peut se poser aussi la question pour le latéral droit, Eric Garcia Koundé. Ensuite, ça sera Fermin et... comment il s'appelle Olmo. Ferran Torres, Lamine Yamal. Si Rashford commence à être très 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 bon, ça va être compliqué. Moi, je vous le dis. Et c'est plutôt une positif. La concurrence doit être amenée de manière positive à ce que tout le monde se dépasse et ne pas tuer un joueur. Et ça, Flick sait très très bien le faire. On a vu notamment la saison dernière et même ces anciennes saisons, que ce soit avec le Bayern ou même l'Allemagne, même si c'était un peu plus compliqué, et installer une concurrence positive sur 2 semaines ou une semaine, franchement c'est très compliqué. Donc voilà. Enfin bon, moi je suis très curieux de ce qui va se passer. Et notamment à ce poste, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est quand même très important dans le jeu de Flick. Le numéro 9, ça coule de source. Et aussi, la dernière chose que j'ai à dire, au retour de Bernal qui fait extrêmement plaisir. Moi je m'attendais à ce qu'il rentre si on menait largement sur cette fin de match, voilà, 5-10 minutes. C'est exactement ce qui s'est passé, ça fait plaisir. Bon, rien à signaler sur son match, ce qui est logique. On va pas non plus lui demander de mettre un triplé en 5 minutes. Mais à voir ce qu'il peut proposer. Voilà, des petites rentrées par-ci par-là, des petites passes, des petites bonnes défenses, des bonnes récupérations, je l'attends pressing, etc. En tout cas, comme pour Gavi la saison dernière, de toute façon, c'est une saison de transition pour Bernal et j'attends pas grand-chose de lui. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez aussi me donner votre avis sur le match là-bas. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos, donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter, je vous mets tous les liens en description, vous n'avez plus qu'à cliquer pour me follow, et moi je vous dis tchuss.